premier grand témoin de la journée, c'est Adrien Régis, associé et expert comptable chez Hendrix, cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. Bonjour Adrien. Bonjour Christophe. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir sur ce e-salon. Et puis j'en profite, surtout si vous avez des questions concernant gestion, comptabilité, finance, allez-y, c'est le moment. Vous êtes des candidats à la franchise, j'imagine qu'il y a plein de questions qui se posent. Vous vous interrogez sur peut-être quelles sont les étapes avant d'ouvrir sa propre franchise. On va vous éclairer là-dessus. Lorsque vous rencontrez, Adrien, des candidats à la franchise, en règle générale, quelle est la première question que l'on vous pose ? Alors la première question qu'on me pose, elle est souvent finalement, est-ce que j'ai le bon interlocuteur en face de moi ? C'est-à-dire que la question que se posent pas mal de candidats à la franchise, c'est l'expert comptable. Est-ce que c'est celui que je choisis ou est-ce que c'est celui qu'on m'indique ? Voilà, et notamment l'enseigne avec laquelle je souhaite travailler. Alors là, j'ai finalement une réponse qui va dépendre de votre cas de figure. Je considère, moi, en tant qu'expert comptable, en tout cas, que le lien de confiance doit être très fort et voilà, c'est souvent ce qui fait l'enjeu d'une relation entre l'expert comptable et son client. Moi, en tout cas, mon positionnement, c'est plutôt celui d'un positionnement de partenaire, de chef d'entreprise. On est nous-mêmes chez Hendrix des entrepreneurs. On a eu un développement assez fort. Enfin, on se développe, donc c'est quelque chose. Il faut avoir la fibre, en fait. Ça s'invente pas. Et j'allais dire, les compétences techniques d'arrêter un bilan, de suivre des états de gestion, c'est presque un peu secondaire. Donc finalement, si vous avez déjà une relation de confiance très forte qui existe parce que vous avez déjà eu une première expérience entrepreneuriale, ce qui arrive régulièrement, et si finalement l'enseigne avec laquelle vous souhaitez travailler vous le permet, gardez votre expert comptable, ça me semble important. À l'inverse, si c'est votre premier projet entrepreneurial, que vous n'avez pas d'expert comptable, finalement, l'enseigne peut être amenée à vous conseiller des experts comptables ou en avoir même référencé un certain nombre. À ce compte-là, j'allais dire, choisissez un professionnel qui figure dans cette liste. Ça vous permettra de travailler avec quelqu'un qui connaît l'enseigne, ses détails, ses spécificités, et qui sera sûrement pertinent dans l'approche, dans l'accompagnement qu'il va vous fournir. Et derrière ça, finalement, il y a un peu la notion d'indépendance de l'expert comptable. Est-ce qu'il va prendre parti côté enseigne, côté franchisé ? Voilà, un des grands piliers du code de déontologie des experts comptables, c'est celui de l'indépendance. L'expert comptable, il engage sa responsabilité. Quand il vous accompagne, il ne joue pas trop à prendre parti, j'allais dire, pour les mauvaises raisons en tout cas. Arthur, toi, tu as été franchiseur. Dans le domaine, la norme, c'est quoi ? C'est le franchiseur qui impose, entre guillemets, son expert comptable. Qu'est-ce qui se fait couramment ? Bon, en tout cas, moi, ce que je disais à mes franchisés, à mes candidats, c'est monte ta team. Il y a d'abord une histoire humaine, c'est ton aventure entrepreneuriale. Entoure-toi des bonnes personnes parce que tu vas vivre un moment, en tout cas, tu vas vivre avec eux quelques années. Donc il vaut mieux que tu partes sur un sentiment humain, de relations humaines, plutôt que d'aller partir dans des considérations tout autres. Donc il faut être très basique et se dire, ok, je vais passer beaucoup de temps avec mon expert comptable, il vaut mieux que je m'entende bien avec lui, il vaut mieux que j'ai un rapport de confiance avec lui, et puis on obtient beaucoup d'un expert comptable. Donc moi, c'était très simple, monte ta team et ne regarde pas forcément ce que va te dire ton franchiseur. Et c'est ce que je conseille à mes franchisés, monte ta team. Adrien, on a en face de nous des candidats à la franchise. Quelles sont les étapes ? Est-ce qu'il faut avoir trouvé un local, obtenir un financement, un versement ? C'est quoi ? Quelles sont les bonnes étapes ? Oui. Alors peut-être avant de parler de ça, juste faire un petit retour terrain finalement, puisque chez Hendrix, on accompagne des candidats à la franchise, mais pas que, aussi des entrepreneurs qui sont en dehors de cet environnement-là. Et puis peut-être vous témoigner quand même que la franchise, c'est un modèle qui attire de plus en plus. Dans le contexte qu'on connaît, dans le contexte économique notamment qu'on connaît, la franchise résiste très bien. Et moi, j'accompagne des dirigeants qui finalement sont amenés à céder leur affaire et à réinvestir dans le monde de la franchise. Voilà. On a une évolution forte des modèles managériaux, des difficultés de recrutement, des chefs d'entreprise qui peuvent être confrontés à un isolement assez fort. Et on sait que la franchise répond malgré tout à toutes ces problématiques. Voilà. Donc j'accompagne très régulièrement, et on le voit dans un certain nombre d'enseignes de plus en plus,
finalement des entrepreneurs qui ont déjà cédé une première affaire et qui réinvestissent dans ce secteur-là parce qu'ils considèrent qu'elle a des atouts très significatifs. Donc déjà, si je peux rassurer finalement toutes les personnes qui sont autour de la table et puis vos auditeurs, c'est clairement un modèle qui fonctionne. Les questions qui me sont posées, alors souvent, parce que c'est vrai que quand je reçois des candidats à la franchise, on a sa petite liste de questions quand on arrive, il y a le sujet de la forme juridique souvent. Parce qu'on sait que derrière la forme juridique, il y a aussi SARL, le statut. SAS. Voilà, SARL, société à responsabilité, société par action simplifiée. Souvent, l'expert comptable, même avant le juriste, qui est un des premiers interlocuteurs, va avoir son mot à dire là-dedans. Derrière le statut juridique, il y a le statut social du chef d'entreprise. Vous avez sûrement entendu parler du travailleur indépendant, du RSI, anciennement le RSI. Social des indépendants. Voilà, tout à fait, qui est maintenant l'URSSAF des travailleurs indépendants, ou le statut d'assimilé salarié. Voilà. Quand on est gérant d'une SARL, on est travailleur non salarié, donc on est anciennement au RSI. Et quand on est président d'une SAS, on est assimilé salarié, on a un bulletin de paye et on est sous le régime général de la sécurité sociale. Voilà. Les deux ont des avantages et des inconvénients, ce serait trop simple ou sinon. En SARL, le gros avantage, c'est le coût des cotisations sociales qui est assez faible, puisque le montant des charges sociales, la proportion est d'environ 45-50% pour une couverture sociale plutôt optimisée avec une protection sociale complémentaire. Donc ça veut dire quand je perçois 1000, ça coûte en tout plus 500 de charges, donc ça coûte en tout 1500 à l'entreprise. Voilà. En SAS, donc quand je suis dirigeant d'une SAS, là, le taux de cotisation sociale est plutôt de 80%. D'accord ? Donc quand je perçois 1000, ça coûte 800 de plus à l'entreprise, donc en tout, ça coûte 1800. 30%, c'est quand même significatif, donc, notamment quand on cherche un point d'équilibre au début. Finalement, c'est souvent déjà l'indicateur numéro 1. Et j'ai des clients qui me disent « Non, mais moi, je veux que ça me coûte le moins cher possible. Ça va être la SARL. » Alors, pourquoi tout le monde ne va pas dans la SARL ? Parce que le mode de recouvrement des cotisations sociales, il est un peu complexe, qui se base sur le paiement d'acomptes provisionnels, d'accord, puisque votre rémunération n'est déclarée qu'une fois par an, comme l'impôt sur le revenu. D'accord ? Donc, en mai de 2025, vous allez déclarer vos revenus 2024, d'accord ? Entre-temps, vous avez payé des acomptes qui sont souvent déconnectés de la réalité du salaire que vous avez perçu et vous allez recevoir des régularisations plus ou moins importantes, en général plutôt importantes, puisque les acomptes, quand on se lance, sont assez faibles. De temps en temps, ça peut créer de grosses crises de trésorerie pour nos jeunes franchisés qui se sont lancés. Alors, on leur a bien dit, mettez de l'argent de côté, mais des fois, la réalité nous rattrape et l'argent, on l'a plus mis de côté. Donc, ça, c'est un point important. Et j'ai des clients qui, à l'inverse, me disent, quel que soit le taux de cotisation sociale, moi, je veux que tous les 15 du mois suivant, je suis à jour de mes cotises. Je ne veux pas avoir de grosses régules, de gros effets comme ça. Donc, je pars plutôt en SAS, président de SAS. Voilà. On va prendre tout de suite une question d'internaute. Mais juste pour terminer sur cette histoire de statut juridique, est-ce qu'un franchiseur peut imposer le statut juridique à un franchisé ? Non. Imposé, je ne l'ai jamais vu, non. Non, ça n'existe pas, ça. Non, ça n'existe pas. Non, c'est pas possible. On peut conseiller, orienter. Mais en revanche, pour compléter ce que disait Adrien, en fait, c'est vrai que c'est souvent les premières questions que se posent les candidats à la franchise, mais en fait, ça, c'est une incongruité, en fait. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Et ça, il faut d'abord se poser la question du est-ce que je suis fait pour la marque ? Est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie ? C'est ça les premières questions, même si ces questions sont super importantes. Mais à la limite, c'est presque secondaire. L'expert comptable saura très bien vous conseiller. Donc vous verrez ça à la fin, mais surtout, c'est pas des questions qu'il faut engager tout de suite. Adrien, question pour vous. C'est la question d'Inès. Quel conseil donneriez-vous à un franchisé pour monter un dossier de financement solide ? Aller devant la banque avec 100% de chances de réussite. Alors, ça fait le lien finalement avec la première question. Moi, une des premières questions que je pose, c'est l'apport finalement. Aujourd'hui, on ne lance pas une franchise sans apport, sans argent. Voilà. On peut avoir de super idées. Malgré tout, il nous faut des fonds. Et un banquier, dans le contexte actuel aussi, sera très sensible au montant de l'apport. Il considère que ce n'est pas lui de prendre tous les risques. Et si vous croyez en votre projet, il faut que vous contribuez dans une quote-part significative à l'investissement qui va être réalisé. Donc, sans un apport, j'allais dire, au moins équivalent à 20-30% du montant de l'investissement global, n'y allez même pas, ça ne sert à rien, on va se prendre des portes. Voilà. Après, il faut un business plan qui tienne la route. Un business plan qui tienne la route, c'est une marge de sécurité suffisante. C'est une affaire qui vous rémunère, parce qu'un chef d'entreprise qui dit « Oh, mais non, mais moi, je ne vais pas me payer les 3 premières années, c'est pas grave », ça ne marche pas. Et même d'ailleurs, le franchiseur considère que tout le monde doit être payé à hauteur de son investissement. Donc voilà, l'apport et puis une rentabilité suffisante et un business plan qui soit, j'allais dire, bien challengé, une étude de marché solide.
Voilà l'étude de marché. Alors certains franchisés, je pense que c'est plutôt bien, vont avoir tendance à potentiellement à faire diligenter une autre étude de marché que celle qui a été faite par le franchiseur. Ça peut être positif parce que le chiffre d'affaires, c'est la première ligne de votre compte de résultat et c'est ce qui fera votre rentabilité de demain. Merci Adrien de nous avoir éclairé ce matin.